doublage. Voilà. Alors, table ronde avec nos invités que je présente. Alors, Philippe Ariotti. Bonjour Philippe. Bonjour. Bastien Bourlet. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler du métier de comédien, bien sûr, le doublage. Alors, pour ceux que ça intéresse, première question. On vous appelle des fois doubleur, comédien de doublage. Comment faut-il vous appeler? Parce que tout le monde fait la faute. Vous m'appelez Bastien. Philippe. Non, comédien. Mais comédien, bon, bien sûr, on fait du doublage. Là, il y en a beaucoup qui disent doubleur, je comprends. En réalité, doubleur, c'est l'employeur. Dans la maison, qui vous appelle, qui vous demande de faire de doubler tel ou tel comédien, tel ou tel comédien. Ce sont eux les doubleurs. C'est la maison, l'entreprise. Alors, il y en a beaucoup en France. Il y a il y a, je ne sais pas, chez Nickel, enfin bon, je ne peux pas vous citer toutes les maisons, bien entendu. Il y en a beaucoup, et ce sont eux les doubleurs. Voilà, et ils vous appellent les comédiens qui, à cette occasion-là, les comédiens qui sont au théâtre, au cinéma, à la télévision, à la radio, partout, ils appellent des comédiens qui, en l'occurrence, pour faire du doublage, pour doubler et pour interpréter les rôles que les interprètes originaux, anglais, allemands, espagnols, japonais, ont fait déjà avant eux. Voilà, c'est ce qu'on appelle. Donc ce sont des comédiens, tout simplement. Voilà. Éventuellement comédien de doublage. Voilà, comédien de doublage. Alors je comprends que beaucoup fassent l'erreur, ils disent des doubleurs parce qu'ils nous voient doubler, et bien entendu. Mais surtout pas doublure. J'ai entendu souvent doublure, c'est pas du tout le même métier. En fait. Non, doublure, c'est encore tout à fait autre chose. C'est pour les vêtements, la doublure. C'est pour les manteaux. Pour les fesses dans le film. Voilà. Donc voilà, est-ce qu'on a répondu à la question de Christophe? Voilà. Alors, comment est-ce qu'on rentre dans ce milieu-là pour tout ce qui est la synchro? Qu'est-ce qu'il faut faire? Se dire, tiens, j'ai envie d'y aller, j'ai ma chance, pistonner, comment ça se passe? Quelle formation faut-il faire? Justement, une formation de comédien, tout simplement. Quand on veut être comédien, généralement, ça, pas toujours, mais enfin généralement, ça se passe par le théâtre. C'est-à-dire on suit des cours privés, ou alors on passe par la voie royale, c'est-à-dire le conservatoire, si on veut, et après, on est engagé à la Comédie Française ou ailleurs, et après, mais parallèlement à ça, on essaye, beaucoup essayent de faire, justement, de faire des petits rôles à la télé, des plus grands rôles, et puis au cinéma, et puis c'est un enchaînement. Et puis le doublage. Souvent, on essaie, alors suivant qu'on soit plus ou moins doué. Alors, évidemment, on dit oui, comédien de doublage, c'est ceci. Non, il se trouve que on fait du doublage, et si on est particulièrement doué pour cette discipline, évidemment, on se spécialise un peu, et c'est pour ça qu'on dit oui, lui, il est doubleur, parce qu'il ne fait pas que ça, mais il a commencé par ça, et le doublage a été, comme il était très bien là-dedans, on le demandait beaucoup, il a été forcé de refuser les engagements au théâtre, au cinéma, parce que ça l'a beaucoup pris, et voilà, c'est tout. Ou bien, au contraire, quelqu'un qui est au théâtre ou en province, là, il ne pouvait pas. Par exemple, pour parler de mon exemple, moi j'ai commencé très tard dans le doublage, parce que pendant pratiquement 30 ans, j'ai fait du théâtre en province. J'ai fait même ce qui n'existe plus maintenant, de l'opérette. J'en ai fait beaucoup en province. J'ai joué dans 23 théâtres différents à Paris, et j'ai fait du doublage relativement tard finalement, parce que, je 30 ans, peut-être plus 25 ans, parce que j'étais très souvent ailleurs et je n'avais pas l'occasion de faire du doublage. Alors j'ai commencé à faire un stage de doublage. Généralement c'est mieux de faire un stage, pas forcément, bien sûr on n'est pas obligé, mais généralement on fait un stage qui vous initie quand même à la technique, parce que c'est quand même pas évident, de 15 jours, je crois. J'ai fait un stage de 15 jours avec un grand monsieur qui s'appelait monsieur Jean-Pierre Dorat. Et après, on se lance plus ou moins, on va voir des studios, et voilà, j'ai fait un stage, est-ce que je peux assister? Et on assiste. Et alors après, on vous donne un petit rôle, un petit machin, un petit truc, dans le fond, 2 phrases, 1 phrase, et puis après, si
si vraiment ça prend, eh bien vous jouez des plus grands rôles, et voilà, comme ça. Et puis bon, et puis il y a la spécialité, on est plus doué pour faire certains personnages. Au fond, il y a des emplois. Bon, et par exemple, le dessin animé, il y en a qui n'aiment pas du tout, qui ne sont pas du tout doués pour faire des dessins animés, qui n'aimeraient pas du tout. Et puis il y en a au contraire qui sont relativement doués. Moi, je dois dire, j'ai eu assez de facilité pour faire des dessins animés. J'ai une voix un peu caméléon et j'aime bien m'adapter à beaucoup de personnages. Donc pour moi, ça n'a pas été une grande difficulté de faire ce comédien de doublage, alors que justement pendant près de 30 ans, je n'étais que comédien au théâtre, un peu à la télé, un peu partout, un peu à la radio, un peu partout, et jamais de doublage. Donc vous voyez, il n'y a pas de règle. Et puis il y en a qui ont commencé par le doublage pratiquement, ou même qui ont commencé enfant, et qui ont pratiquement toujours fait du doublage, et qui n'ont presque fait que ça, mais c'est très rare. Voilà. Voilà, il ne faut pas que je parle pendant trop longtemps, parce qu'il y en a marre. Effectivement, on ne rentre pas dans le doublage normalement si on n'est pas comédien. On n'arrive pas en se disant tiens, le doublage c'est sympa, j'aime bien ça, donc je vais faire du doublage. Il faut être comédien parce que ça reste un métier. C'est une discipline de comédien. Voilà. Au même titre que la télévision, le cinéma, le théâtre, c'est une discipline. Donc on ne fait pas ça sans être comédien. Et effectivement, après c'est tout un parcours. Et après, il faut démarcher, on peut assister, on peut demander à assister pour voir comment ça se passe, pour essayer de comprendre le métier, de voir la technique. Mais ça peut être très très long. Ça peut être très long. Certains comédiens ont mis du temps, voire des années pour faire du doublage, alors qu'ils faisaient déjà pas mal de temps. Il n'y a pas vraiment de règles. Il n'y a pas vraiment de règles. Parce que quand on voit tous les comédiens qui font le doublage, il y a des parcours extrêmement différents. Mais il est certain que avec l'explosion, surtout ça s'est beaucoup répandu dans les années 80, parce qu'avec l'explosion des chaînes, il y a eu énormément de séries américaines notamment, donc il fallait bien les doubler, celle-là. Donc il y a eu une demande, et beaucoup de comédiens qui n'étaient pas encore très expérimentés, mais qui étaient très habiles pour le doublage. Eh bien c'est comme ça qu'ils ont pu entrer dans cette difficile discipline qu'est la synchro ou le doublage. Voilà. Est-ce qu'on a assez répondu à vos questions, cher trop longtemps, peut-être. On a mis trop de temps. Au moins, beaucoup de synthèse. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type de synchro, s'il vous plaît? Comment ça se passe? Une journée assez standard, c'est qu'on arrive le matin au plateau. Merci. On s'installe en studio, donc là, le DA, donc le directeur artistique, la personne qui se charge de diriger les comédiens et qui connaît le projet, va nous expliquer de quoi parle le projet, que ce soit un film, un dessin animé, quel est notre rôle, la situation. Et ensuite, grosso modo, on nous montre nos scènes, celles qu'on doit doubler, on nous les montre, on les voit une première fois, une deuxième fois si nécessaire, et on les double. Et en fait, ça se passe par boucle, c'est des séquences, et on fait nos boucles au fur et à mesure de la journée, avec quelques pauses, une pause déjeuner. Enfin, après, c'est assez classique, on enchaîne les boucles, on fait nos personnages, et puis voilà, je ne sais pas. Oui, bah, c'est à peu près ça. Alors, tout dépend. Si on a, quelquefois, on peut avoir un petit rôle, même quelquefois qui est important, mais un petit rôle, qui n'y a que 2 scènes. Alors évidemment, vous n'êtes pas convoqué de 9h du matin jusqu'à 18h du soir. Mais si vous avez un grand rôle, ou si vous avez le rôle, le titre d'une série ou d'un téléfilm, évidemment, vous restez toute la journée, quelquefois 2 jours ou 3 jours pour doubler ce rôle important. Voilà. Ça dépend. Alors généralement, bon, quand c'est une série et que vous connaissez votre personnage, on ne vous explique pas votre personnage à chaque fois, puisque vous le connaissez. Vous savez comment il est, ce qu'il va être, ce qu'il va dire. Mais autrement, si c'est un téléfilm ou même une série dans laquelle vous avez un rôle épisodique, un rôle de guest, comme on peut dire, un rôle d'invité, on vous explique la série. Si vous ne connaissez pas la série, on vous explique la série, on vous explique votre rôle. Et vous, à ce moment-là, vous passez, vous regardez, 1 fois, 2 fois, et après vous l'enregistrez. Si c'est pas bien, ben vous le recommencez tant que c'est pas parfait, enfin parfait, presque parfait, la perfection n'étant pas de ce monde. Voilà comment ça se passe. Alors, quelquefois, il y a des essais, enfin même assez souvent, pour des rôles très importants, il y a des essais.
Alors vous êtes à 2, 3, 4, 5, quelquefois plus. Vous passez l'essai d'une scène importante sur un personnage et vous êtes pris, vous n'êtes pas pris. Voilà, et si vous êtes pris, eh ben, c'est très bien. Et à ce moment-là, comme vous savez que c'est un rôle important, eh ben, vous êtes très content parce que vous y allez. Et vous savez que la série va durer 1, 2, 3, 4, 5, 10 épisodes. Et voilà. Souvent, les maisons de doublage, enfin, du moins, la maison de production dit pour tel ou tel personnage, j'aimerais que ça soit, j'aimerais écouter des voix. Alors, ils écoutent 4, 5, 6 voix et ils choisissent. Ce sont eux qui choisissent. Et on n'a rien à dire. Et c'est pour ça qu'on n'est pas propriétaire d'une voix. Il ne faut pas croire qu'on est propriétaire d'une voix. On peut doubler tel personnage, tel acteur connu ou pas très connu dans une série ou dans un téléfilm, mais pas dans un autre parce que la maison de production, ou même le metteur en scène original aura préféré que ça soit il avait une autre idée d'une voix. Voilà, on n'est pas propriétaire de sa voix. Oui, parce qu'on parle de la voix française d'un tel ou d'un tel, mais effectivement, on ne signe pas de contrat d'exclusivité. Donc s'ils veulent changer de voix, ils la changent. Voilà, c'est très rare, c'est très très rare. Voilà, vraiment. Voilà, est-ce que... Voilà comment se passe une journée de tournage. Alors ça peut durer 1 heure, si le rôle est très court, et ça peut durer plusieurs jours. Voilà. Oui. Est-ce que ça vous arrive des fois, par exemple, avant d'être convoqué dans un studio pour jouer un rôle, de regarder la série en avance pour bien vous préparer et bien assimiler le personnage? Quelquefois oui. Quelquefois quand on a l'occasion, oui on le fait. Quand on sait que c'est tel ou tel acteur qui le fait, oui, ça arrive. Mais le problème c'est que souvent quand vous êtes convoqué pour jouer tel ou tel rôle dans une série, le personnage n'a pas encore apparu. Enfin, à moins que ce soit dans la version originale, mais autrement il n'a pas apparu en français, donc vous le découvrez à ce moment-là. Enfin, oui, généralement, par exemple, moi quand j'ai fait Game of Thrones, le rôle du Grand Moineau, je connaissais quand même pas mal la série, mais je ne connaissais pas mon personnage, puisqu'il est arrivé dans la saison 5, je crois, 5 et 6, et donc j'avais regardé, mais assez vaguement, la série, que je trouvais du reste formidable, mais je connaissais, évidemment, je ne connaissais pas mon personnage, je ne savais pas que c'était Jonathan Pryce qui allait le faire, et bon, je l'ai appris après, et j'ai vu, c'est un acteur après que j'ai redoublé dans autre chose, et j'étais vraiment très content. Alors de même que par exemple pour Hercule Poirot, puisque j'ai succédé, comme vous savez, comme vous savez, non, vous savez peut-être pas, à Roger Carrel, qui a fait 60 épisodes, ou 65, et les 5 derniers, comme il ne pouvait plus les faire pour des raisons de santé, ils ont auditionné. Et alors à ce moment-là, évidemment, Hercule Poirot, je connaissais bien, parce que j'avais fait souvent des rôles de guest, comme ça, au moins 5 ou 6 fois, et donc je connaissais bien, mais il a fallu que je me mette dans la peau, en quelque sorte, d'Hercule Poirot. Alors là, bien sûr, là, pour répondre à votre question, là, je me suis évidemment j'ai bien regardé un petit peu. Je connaissais bien la série, quoi, pour ça. Voilà. Parce qu'il faut avoir accès quand même à la VO pour pouvoir regarder en amont, et si c'est pas diffusé quelque part, si on n'arrive pas à la télécharger non plus, ça peut être compliqué. Et puis on n'est pas forcément booké très longtemps avant d'enregistrer. Voilà. Parfois on nous appelle pour faire un rôle, on ne sait même pas. Quand on nous appelle, on ne sait pas encore pourquoi ça va être. On le sait parfois juste en arrivant, donc dans ce cas-là, on ne peut pas exactement savoir de quoi il s'agit, et c'est sur place qu'on nous l'explique. Si c'est pas un grand rôle, s'il y a pas eu un casting, tout ça, derrière, accroche-toi pour regarder la série juste dans les trajets pendant que tu te déplaces pour l'enregistrer. Oui, quelquefois on est appelé 2 jours ou 3 jours avant, et si c'est un rôle de guest, même si c'est un rôle important, on ne sait pas, on arrive au studio, mais bah oui, tu fais telle personne. Voilà. Puis il faut avoir envie aussi. Si c'est un programme qui ne t'intéresse pas, tu n'as pas forcément envie de le regarder non plus. On ne double pas que des choses qui nous plaisent. Voilà, il y a toutes sortes de produits, toutes sortes de séries, toutes sortes de thèmes. Moi, je fais beaucoup de mangas. Je ne suis pas un gros consommateur de mangas et tous les mangas ne me plaisent pas, donc j'ai pas forcément envie de les regarder en amont. Donc ça dépend de plein de choses en fait. Ça vous est déjà arrivé de refuser Ça vous est déjà arrivé de refuser un doublage? Et si oui, quelle raison? Refuser, non, je ne sais pas, ça dépend. Quelquefois c'est à cause d'un directeur de plateau avec qui on n'a pas envie de travailler. Mais c'est rare quand même, non, c'est très rare. C'est très très rare qu'on refuse de choses. Non, généralement.
généralement, on s'entend bien, c'est très rare. Où on pense, non, simplement on pense, oh là là, ce rôle-là, tu sais, j'ai pensé à toi, mais c'est ceci. Oh non, on ne sent vraiment pas, on sent qu'on ne va pas être bien là-dedans, on dit non. Bon, mais c'est assez rare. C'est assez rare, parce que généralement, si vous êtes choisi, c'est que la personne pense que vous pouvez le faire, ou donc à partir du moment où la personne vous a choisi, on va dire, ah bah tiens, il me voit là-dedans, je vais essayer de le satisfaire, et donc on saura qu'il va vous diriger bien de cette façon. Donc c'est généralement, enfin c'est très rare qu'on refuse. Puis en plus, c'est quand même un métier qu'on fait par choix et donc normalement par plaisir. Et le fait d'être demandé fait que normalement on a juste envie d'y aller. Donc à moins effectivement d'avoir des circonstances particulières avec un DA avec qui on ne s'entend pas ou un rôle qui ne nous irait vraiment pas, normalement on y va sans broncher. Oui, non, en principe, c'est très rare. Je voulais savoir si le fait de doubler le même personnage pendant plusieurs années, en l'occurrence par exemple Piccolo ou Freezer, est-ce que ça peut vous coller une étiquette dans le milieu? De dire voilà, maintenant eux ce sont les voix de Piccolo, de Freezer, je peux dire pareil pour Patrick Borg, Brigitte Lecordier ou Éric Legrand, les mettre sur notre production, ça va sortir les gens du contexte. Oui, on peut le dire, mais enfin, Patrick Borg, comme Éric Legrand, comme d'autres, comme moi, on a fait tellement de choses différentes en dehors, enfin je sais pas, moi je dois en être à 3000 ou 3500 doublages de rôles, et des rôles extrêmement différents que on peut pas dire que ça nous colle vraiment à la peau, on peut pas dire oh ben lui il fait Freezer, on va à la pointe puisqu'on va demander pour Hercule Poirot et Freezer, ça n'a pas... Mais tu crois pas justement que ça peut gêner certains DA qui ne te verront pas dans autre chose? Peut-être, mais ça on ne le saura jamais. Ça on ne le saura jamais. Mais bon, lui, il fait des mangas, donc il ne pourrait pas faire un personnage. Non, il faut vraiment que le directeur artistique soit très... Moi je ne dis pas DA, je dis directeur artistique. Le directeur artistique soit vraiment obtus, parce qu'un comédien, en principe, il peut pas tout faire, mais il doit faire des tas de choses différentes. Non, en ce qui concerne justement Piccolo, Freezer, enfin justement Dragon Ball, puisqu'on en parle, moi je l'ai fait il y a très longtemps, et quand il y a eu, on l'avait pas fait depuis très longtemps, je crois, depuis 97 ou 98, et quand en 2011, on nous a dit, vous savez, il va y avoir un nouveau des Dragon Ball Z Kai. Est-ce que là, je dois dire que là, pour répondre un peu à sa question, là j'avais des VHS, il n'y avait pas encore de DVD à l'époque, j'ai réécouté les VHS de ce que je faisais pour essayer de retrouver la voix que j'avais dans Piccolo et dans Freezer, pour essayer de voir si ça allait être raccord. Et si, bon, heureusement, comme je ne bois pas, je ne fume pas, ma voix n'avait pas vieilli beaucoup, alors j'ai pu encore m'adapter à ça, et comme ça s'est pas trop mal passé, voilà. Et puis en plus, c'est pas ta voix naturelle, donc effectivement, par rapport à ça, si tu as un personnage qui n'est pas dans ta voix naturelle, tu peux faire autre chose avec ta voix naturelle, tu ne reconnaîtras pas. Et d'ailleurs, je crois dans ta question, tu disais, est-ce que ça peut pas gêner les gens, un peu les déconnecter, les sortir du truc, mais la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, en fait, n'identifient pas les voix. C'est vraiment les gens généralement qui s'intéressent au doublage et qui font attention, qui reconnaissent. Mais tu prends n'importe quel kidam, il ne saura pas différencier qui fait la voix de qui. Et moi je me rends compte, parce que dans ma famille, personne ne fait ce métier-là, parfois je dis tiens, c'est la voix d'un tel. Enfin, tel autre personnage qui nous dit ah bon? Ah, maintenant tu le dis, tiens, c'est vrai. Les gens ne font pas attention parce qu'effectivement, en plus selon le personnage, déjà entre là, comme on parle là, on ne reconnaît pas forcément notre voix dans le doublage parce qu'on la place différemment au micro. Oui. Et selon les rôles, tu vas être un peu plus dans tes graves, tu vas être un peu plus dans tes aigus, tu vas léger ou pas. Donc, les gens font pas attention en fait. À part certains comédiens qui ont des voix très particulières, voilà, très reconnaissables. Patrick Poivet a une voix très reconnaissable depuis Bruce Willis. Et il y a d'autres comédiens qui ont des voix un peu. Il y a Dorothée Pousseau qui a une voix très particulière aussi. Il y a beaucoup de comédiens qui ont des voix très marquées. Même Christophe Lemoyne qui a des voix très marquées. Et du coup, ces gens-là, on les reconnaît. Après, pour les autres, ils sont plus passe-partout. Patrick Borg, finalement, moi je me suis rendu compte parce que, par exemple, je joue beaucoup aux jeux vidéo, qu'il est dans beaucoup de jeux vidéo et qui fait beaucoup en dehors des séries, des films. Et c'est pas que la voix de Sangoku, c'est aussi la voix de David Boreanaz. Oui. Et en fait, il fait plein de choses. Mais c'est vrai qu'il a été identifié parce que ça a été des rôles très forts qu'on marquait. Après, est-ce que ça a gêné certains DA, certaines boîtes? C'est vrai, t'as raison, on ne le saura jamais parce qu'il n'aura pas été appelé et personne ne lui aura dit tiens, on t'a jamais appelé pour ça parce qu'on ne voulait pas. Voilà, oui, mais ça n'empêche pas de bosser. Ouais, on ne sait pas.
lui, je ne veux pas l'appeler parce que, ah oui, il fait ça. Bon. Mais Ça peut arriver après tout. ça peut arriver. On ne sait pas. Mais... Il y a aussi des cons partout. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai, même chez les DH, chez les comédiens, il y en a partout. Ça peut Vous arriver. savez, même parmi vous, parmi les fans de manga ou d'autres choses, bon, vous avez l'oreille très très aiguisée, mais il y en avait beaucoup qui ne savaient pas que je faisais à la fois. Bon, Piccolo Fraser, ça ils savaient, mais Babidi, il y en avait peut-être une personne sur 100 qui savait que je faisais à la fois Babidi et le sorcier Babidi avec la voix très très aiguë et Piccolo et Freezer. Ça, ils ne pouvaient pas réaliser. Donc, pour les directeurs de plateau, ça m'étonnerait vraiment, enfin les directeurs artistiques, ça m'étonnerait vraiment qu'ils s'attachent à ça. Donc, je ne crois pas que ça soit nocif. Voilà. Et Jaji Robé et long, bien sûr. On a plein de questions en même temps faites à chaque fois. C'est pratique. Est-ce que des gens ont des questions? Oui, peut-être. Allez-y. Je vois des bras qui... Vas-y, je t'en prie. C'est quoi le rôle qui vous a le plus plu, enfin pas dernièrement, mais dans toute votre carrière, qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus... qui vous a le plus plu en fait? Attends, tu veux dire au théâtre, au cinéma, en doublage. Ben, j'ai fait une série il y a un an et demi. Ah oui, presque. Non, il y a un an et demi à peu près. Qui est passé sur Canal+. Il s'appelait London Spy. Et je doublais cet acteur qui s'appelle Jim Broadbent et qu'on voit, je crois, qui fait le professeur dans Harry Potter, enfin, qui a un rôle assez important dans Harry Potter. Je ne connais pas très très bien Harry Potter, je le dis tellement. Et c'était donc cet acteur qui est formidable, qui faisait une espèce d'espion à la retraite. Et c'est un film qui a eu une dizaine d'épisodes. Il y avait Charlotte Rampling dedans. Et ça, on l'a fait et j'ai beaucoup aimé faire ce personnage. Voilà. Malheureusement, ça n'a pas duré très très longtemps. Je crois qu'il y avait eu que... j'ai dû faire il y a eu 15 ou 16 épisodes, enfin c'est déjà pas mal, mais ça m'a beaucoup plu, cela. Bon, bien sûr, Hercule Poirot, puisque j'étais tellement content de reprendre la suite de Roger Carrel, et surtout que la saison, enfin bon, vous êtes trop jeune parce que c'est pas vraiment une série que vous regardez, mais enfin, disons, c'est très très... Ça fait donc tu es beaucoup plus vieille que tu en avais. Comment? Tu es beaucoup plus vieille que tu en avais. Donc, oui, alors là, j'ai beaucoup aimé ça. Oui, il y a quelquefois des rencontres, ce qu'on dit. Vous savez, au théâtre, au cinéma, au machin, quelquefois, il y a un rôle, c'est une rencontre. On dit, oui, c'est moi, c'était pour moi. Bon, voilà. Bon. Mais c'est pas très, très fréquent, parce que vous savez, hein, on doit jouer les choses, on doit faire semblant toujours d'aimer ce qu'on fait. Voilà. C'est tout. Ça, c'est le secret de l'acteur. Il faut faire semblant. Faire semblant. Voilà. D'ailleurs là, on a l'air d'être content d'être là. On fait semblant. C'est pareil. Là, on joue ça. D'autres questions peut-être? Oh, est-ce que ça suffit? C'était quoi la question? Tu veux que je réponde à la tienne, c'est ça? Ah bah oui. Moi j'ai une carrière beaucoup plus courte que celle de Philippe, donc j'ai eu beaucoup moins de rôles. Après, dans le manga, là où j'ai le plus doublé dans le manga, j'ai beaucoup aimé, je me suis pas mal amusé sur Food Wars avec Soma, tout simplement parce que la série était décalée, le personnage était drôle. Et je me suis bien amusé aussi dans No Game No Life avec Sora, cette fois, qui pareil est très décalé. Après, ce qu'on appelle en live, avec des vrais comédiens, en film et en série, je sais pas si j'ai des rôles qui m'ont vraiment marqué comme ça. Non, je pense pas. J'ai aimé la plupart j'ai aimé la plupart des rôles que j'ai eu de toute façon. C'est rare que j'ai pas aimé un doublage du personnage que j'ai fait. Parce que c'est vrai qu'au-delà du personnage même, il y a juste le fait de se glisser dans sa peau et de jouer la comédie en fait qui est intéressant. Après, c'est sûr qu'il y a des personnages moins intéressants que d'autres parce que le personnage est, je sais pas, est très neutre dans son jeu, dans son caractère. Et je parle pas du comédien, je parle du personnage, donc ça peut être moins intéressant. Mais à partir du moment où on a des situations un petit peu variées à jouer, ça reste intéressant en fait. Ah oui, de toute façon, c'est intéressant. Un rôle très court, quelquefois, ça peut être... Quelquefois, il vaut mieux avoir un rôle extrêmement court et avec deux ou trois très très bonnes scènes, plutôt que
une réplique par-ci par-là, au début, à la fin, au milieu, et qui a beaucoup moins d'intérêt, surtout en doublage. Ça dépend. Vraiment, il y a tellement de cas de figure que vous savez, c'est difficile à dire, c'est très difficile à dire exactement ce qui vous plaît le plus. Généralement, on y va toujours, on est toujours content, quoi. Et on essaye de... On entre content et il faut sortir content. Et généralement, quelquefois, quand on sort content, ça va. Et puis surtout, c'est le temps. Parce qu'on doit doubler ça très vite, généralement, parce que les programmes sont très chargés, généralement. Même un long métrage, par exemple, ça se fait qui dure 2 heures, ou 1h30, 2 heures. On le double, quand on a un rôle épisodique, ça n'a pas dépassé 2 jours ou 3 jours, et c'est très difficile. Généralement, pour le directeur de plateau, c'est difficile. Alors, il groupe les comédiens, il groupe leurs scènes, c'est pas évident, c'est pas toujours facile, mais il faut faire ça vite. Il faut faire ça assez vite, voilà. Des questions? Oui. Parfois, sur les droits que vous avez eu, vous criez Oui. fort. Dans le domaine quand je travail, ou repos ça? Non, généralement, non, on essaye de se reposer là. En plus, tous les comédiens ne sont pas le jeu même titre. Il y a aussi de la technique vocale, donc il y a des comédiens qui peuvent crier sans s'abîmer la voix. Moi, c'est pas mon cas, je m'éclate la voix à chaque fois que je crie, de toute façon, mais du coup, ça dépend aussi, parce que si ça a déjà été booké, que tu avais un enregistrement le lendemain, tu n'as plus qu'à te soigner. Mais si tu as du temps, tant mieux. Mais ça dépend en fait. En plus, il y a des fois où tu cries, ça ne t'abîme pas la voix, parce que si tu vas crier une seule fois, ça va. RN, par exemple, dans l'Attaque des Titans, il crie tout le temps, tu vois. Il va juste casser la voix en fait. Donc ça dépend aussi si tu dois crier beaucoup ou non, et puis ça dépend du comédien, s'il sait gérer sa voix en criant ou pas, et puis si tu as un emploi du temps chargé ou non. Justement, le criant, crier, ça se passe à la voix, ou c'est juste. Il y a des techniques vocales, surtout dans le chant. Hein. Oui, surtout dans le chant. Surtout dans le chant, en fait. Moi, j'ai eu la chance de commencer je voulais faire du théâtre, parler comme ça, et puis le sort a voulu que j'ai trouvé un engagement de choriste. Je savais à peine le solfège, mais enfin, je me suis débrouillé, et j'ai trouvé un engagement de choriste, et puis on m'a tout de suite donné des grands rôles, et des grands rôles chantés, ce qui fait que j'ai joué à la fois l'opérette, l'opéra comique, et des choses très difficiles. Donc j'ai suivi des cours de chant, et j'ai appris à placer ma voix. Et à placer ma voix sans me fatiguer, sans trop me fatiguer. Et c'est comme ça qu'après, et finalement, et ça j'en suis vraiment très reconnaissant d'avoir débuté justement par le théâtre lyrique, puisque j'en ai fait quand même pas mal. J'ai même chanté à l'Opéra de Lyon souvent, assez souvent, dans des comédies musicales et dans des opérettes. J'ai joué dans la vie à Lyon, justement, j'ai joué la vie parisienne d'Offenbach. J'ai joué une création mondiale qui s'appelait Cavalcade, enfin, et là il fallait que je chante vraiment beaucoup. Bon, et là j'ai eu la chance, comme j'avais quand même une technique de chanteur, de pouvoir justement, je peux faire Freezer et parler comme ça, et après chanter. Avec une voix très... Voilà. Là, je ne me casse pas la voix. Là, je ne me casse pas la voix. Non, c'est moi je fais dans la salle de bain. Non, mais ouais, c'est une technique vocale, clairement. Et tous les jours, je fais des vocalises, je fais des exercices de diction, oui, surtout quand je vais au... voilà. Et je m'entretiens comme ça. J'essaie de m'entretenir, et c'est pour ça que ma voix reste à peu près moins dégueulasse que ce qu'elle aurait pu être. Voilà. Ouais, et il faut mieux éviter la cigarette et l'alcool, par contre. Ah oui, alors ça, de ce Surtout la côté-là, cigarette. de ce côté-là, ça, je n'ai rien à dire. Mais j'ai pas de mérite parce que je n'aime pas ça. Oui, attends, la jeune fille derrière, parce que toi, t'arrêtes pas de poser. Il y avait une pétition il n'y a pas si longtemps d'une prof en anglais qui Oui, accusait la connasse. les doubleurs de. Oui, du fait que qui accuse le doublage de rendre les Français moins compétents en anglais. Si les Français parlent pas bien anglais, c'est à cause du doublage, il faudrait en mettre les deux. Ce qui est totalement faux. J'ai 33 ans, je suis un enfant du Club Dorothée, moi j'ai connu que des VF et j'adore les VF et je parle bien anglais parce que je l'ai appris à l'école, mais surtout en dehors de l'école, puisqu'on apprend mal l'anglais à l'école, c'est surtout l'éducation nationale qui devrait se remettre en cause.
Et c'est une bêtise en fait, parce que ça n'a rien à voir. Je regarde beaucoup de... Voilà. Bon, maintenant tu ne bouges plus, tu garderas toujours cette voix. Généralement, ça se passe comme ça. Et puis on dit, bah oui, là, j'y arrive pas. Ou bon, à ce moment-là, quelquefois, on essaye 2-3 comédiens. 2-3 comédiens. On dit, bah non, c'est mieux. Ah bah lui sera mieux. Ah bah non, tiens, essaye-le. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe, généralement. Voilà. Voilà. Oui, voilà. Au départ, c'est Tortue Géniale et Caillot, il était absolument génial, d'ailleurs, dans Tortue Géniale. C'était très très drôle et il nous dirigeait d'une façon remarquable. Voilà. Et c'est du reste en grande partie grâce à lui, puisque il a disparu, le pauvre, il n'est plus là depuis 2005. J'y pense très 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 souvent, mais et lui, c'est en plus, grâce à lui, j'ai vraiment commencé le doublage, parce que lui, une fois que j'ai fait mon stage de doublage, il m'a dit, écoute, si tu veux en faire, assiste déjà. Et pendant 2-3 mois, j'ai assisté sans rien dire. Et après, j'ai fait une petite chose, un petit truc. Et presque tout de suite après, je suis entré justement dans ces Dragon Ball que lui dirigeait. Voilà, petite parenthèse ferme. Voilà. Et un petit coup de chapeau. Oui, il y a des questions? Qui joue de la flûte? Ça m'énerve. Je suis pas sûr de la faire. Une question qui flash. Oui, vas-y. Que pensez-vous des stars qui doublent? J'ai senti le mien. Donc, Batman le défi en niveau, ça va être. Et des stars qui n'ont aucun rapport avec les comédiens qui doublent des voix. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous c'est best? Moi, je répondrai franchement après. Moi, je peux pas dire que... Ça, c'est une question des producteurs. Les producteurs se disent, à tort ou à raison, avec la voix de un tel, une telle, je ne sais pas, parce que c'est une actrice connue, avec la voix de, je sais pas, de Laurie, la voix de Koé, même, la voix de je ne sais pas qui, la voix... On va mettre ça sur l'affiche, et ça va rapporter de l'argent, et c'est bien, les gens vont venir. Moi, je ne suis pas sûr, du reste, que ça soit la bonne méthode. Si le résultat est excellent, pourquoi pas? Si vraiment le résultat... Par exemple, je sais que dans Nemo, ma petite copine Montserrat, Céline Montserrat, qui joue Bulma, comme vous savez, et qui est la voix aussi de Julia Roberts, elle a été pas confrontée du tout. C'est Franck Dubosc. Tu leur dis, est-ce que Franck Dubosc serait bien? Il en avait, je crois, jamais fait à l'époque, très très peu. Je crois que c'était son premier. C'était son premier, même, je crois. Je crois que c'est son premier. Alors évidemment, qu'est-ce que ça, Franck Dubosc, qui était déjà très connu, Franck Dubosc, et il a été très bien. Et on le reconnaît pas en tant que... Il a été très très bien. Alors, bravo, bravo. Mais si c'est uniquement pour avoir un nom, pour avoir le nom d'un comédien ou d'un non-comédien, et je trouve que c'est une stupidité des producteurs, parce qu'il va le payer très cher, et je ne pense pas que ça fera une entrée de plus, je ne pense pas que ça fera une seule entrée de plus, et ça risque d'abîmer le film. Je comprends pas. Moi, vraiment, je comprends pas, et c'est... Non, alors à ce moment-là, je suis contre. Mais seul le résultat compte. Si avec quelqu'un qui est très bien, très connu, bravo. Ça, qu'est-ce que vous voulez, moi, vous savez, il y a des comédiens qui jouent des rôles au cinéma et qui ne sont pas comédiens. S'ils sont géniaux, moi je dis rien. Qui sont comédiens. S'ils ne sont pas comédiens, et si on dit il est, je sais pas, ingénieur informaticien ou il est boulanger, mais il est génial, moi je m'écrase, c'est tout. Seulement, généralement, comédien, il faut savoir. Il y a quand même du métier, il y a quand même, ça s'apprend quand même. Sur le tas ou autrement, mais ça s'apprend. Voilà. Mais encore Franck Dubosc est quand même comédien. Oui, il est quand même. C'est-à-dire qu'avant de faire de l'humour, il a commencé par la comédie, notamment en Angleterre. Mais et comme tu parles donc de l'ego, je crois que c'est les footballeurs, c'est ça? C'est pas leur métier, ils font du mauvais travail. C'est juste qu'à un moment donné, effectivement, moi j'ai un avis très tranché là-dessus, c'est qu'il faut pas. S'ils sont des comédiens, je veux bien. Donc effectivement, pourquoi pas, même si ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'ils ont, comment dire, ils ont déjà un emploi dans le sens où ils travaillent déjà à la télé, au cinéma, et qu'il y a des gens qui sont plus spécialisés dans le doublage parce qu'ils font plus de doublage qu'autre chose. Et je trouve ça dommage de leur enlever le travail à eux.
Par contre, les gens qui sont footballeurs, Miss Météo, chanteuse ou patineuse artistique, peu importe, j'en passe, là je suis pas du tout d'accord parce que c'est qu'une question de pognon, faut pas se mentir, c'est une question de marketing, c'est parce que ça permet de mettre le nom sur l'affiche et de faire venir des gens. Le problème, c'est que ça fait pas venir plus de gens. On a l'exemple avec les Disney Pixar qui ont toujours à un moment donné une personne qui est connue. Les Disney Pixar, ça fonctionne de toute façon. Les enfants n'ont jamais dit je vais aller voir parce qu'il y a telle voix, les adultes s'en foutent. Ça ramène pas plus de monde. Et effectivement, ce sont des gens qui non seulement vont faire un moins bon travail, pour être gentil, mais qui vont le faire en prenant plus de temps et qui vont coûter beaucoup plus d'argent. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que dans ce cas-là, pourquoi est-ce que moi, on m'invite pas à faire une Coupe du Monde de football, après tout? Si notre métier est une poubelle et qu'on peut mettre tout le monde dedans, en oubliant que c'est un métier et donc c'est une technique et que ça s'apprend, ça veut dire que je peux être footballeur, je peux être boucher, je peux être Miss Météo et je peux le faire. Moi, Neymar m'a appelé quand il a eu sa blessure pour que je le remplace. J'ai tout de suite refusé. C'est pas oui. Je ne vais pas lui faire de long, évidemment. Non, pour répondre de manière concise, ça m'énerve vraiment et je trouve que c'est une très mauvaise idée. Et je pense que la valeur ajoutée n'est vraiment pas là. La réponse, c'est vous qui pouvez la donner. Est-ce que, par exemple, vous allez voir plus volontiers un film Pixar ou autre, mais où vous voyez sur l'affiche, puisqu'on dit, avec la voix de un tel, un tel. Non, au contraire. Est-ce que vous allez avoir tête Est-ce que vous allez voir plutôt en disant, oh bah oui, là, tiens, je vais aller voir ce film-là, parce qu'avec la voix de un tel, ça me fera plaisir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai même constaté l'effet inverse des fois. Pardon, ça fait l'effet inverse, ouais, ça l'a fait avec Squeezie, pour le film Ratchet & Clank, ça fait l'effet inverse parce que c'est n'importe quoi et qu'il y a déjà des personnages, des comédiens pardon, qui doublaient donc Marcès et Martial Leminou qui font déjà Ratchet & Clank et qui auraient pu être rappelés pour le faire. Sauf que la réalité, c'est, pour ceux qui connaissent Mr. Fox qui l'a très bien expliqué dans une de ses vidéos, c'est qu'effectivement les célébrités sont invitées sur des plateaux télé et ça veut dire qu'ils vont faire de la promotion, ils vont en parler. Voilà, et donc c'est un coup marketing. C'est ça le truc. On ne peut pas faire de publicité au cinéma pour des films, ça, on ne fait pas de publicité. On n'invite pas les comédiens de doublage pour faire ça, c'est pas et de temps en temps, on invite les comédiens de doublage, mais c'est très rare. Et donc, quand on invite des vedettes, évidemment, ça fait une promotion énorme. Et en même temps, ça peut être... C'est à double tranchant, absolument. Donc, c'est un risque que prennent les producteurs. Ça, là, vous pouvez faire des pétitions pour le dire. On est à la pression. Les deux dernières. Allez. Vas-y. Vas-y. Ça fait maintenant que quand vous regardez une série, forcément vous faites spoiler et que vous n'avez pas vu le... Oui. Attends, oui, que en fait le problème c'est que par exemple Game of Thrones, comme tu vois tes passages, tu sais ce qui va se passer dans la série avant. Oui, voilà. Oh, spoiler, oui, ça veut dire gâcher, je crois, ça. D'accord, merci. Bah oui, malheureusement, oui, ça arrive. Si c'est une série, c'est vrai que ça m'aurait fait chier de doubler dans Game of Thrones. Parce que je la regardais avant qu'elle sorte en France, donc c'est vrai que ça aurait été dommage de savoir ce qui s'était. Malheureusement, ça arrive. C'est comme moi, j'ai doublé dans une série que je regardais, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle The Guild, qui est une web série. Et c'est vrai que je la regardais, et comme j'ai eu un rôle sur une saison complète, je crois, j'ai su un peu ce qui se passait avant, je ne l'ai toujours pas regardé d'ailleurs, cette saison, mais c'est vrai que ça gâche un petit peu, c'est dommage, mais c'est inévitable, et à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que le plus important c'est de regarder la série ou c'est de faire ton métier et gagner ta vie, tu vois, donc c'est pas très grave, mais oui, ça arrive. Évidemment, le problème, c'est quand on sait ce qui va se passer, c'est ce que disait un vieux comédien qui s'appelait Louis Arbessier, il disait ce qui est formidable, ce qui est embêtant au théâtre, c'est que quand vous jouez une pièce, quand vous jouez un rôle, vous jouez et vous savez comment ça se termine. L'idéal, pour être tout à fait frais, tout à fait bien dans le rôle, c'est de ne pas savoir l'évolution du personnage et comme ça vous découvrez, vous faites mieux découvrir au spectateur. Et pour le doublage, c'est un peu ça. Si vous ne savez pas si vous êtes vraiment, si c'est un salaud ou un méchant, vous jouez beaucoup mieux, vous arrivez beaucoup mieux à vous mettre dans la peau du personnage si vous ne savez pas comment ça va se passer après. Je veux dire que pour Dragon Ball, on m'a tellement spoilé en disant est-ce que vous avez vu les derniers épisodes de Dragon Ball Super? Oh, bah alors, vous verrez, Freezer, il s'habille avec Sangoku. On m'a tout foutu, on m'a tout spoilé. Là, maintenant, c'est bien, je n'ai plus le temps. Mais vous êtes trop... vous regardez trop ça. Voilà. T'as l'impression? Vas-y.
en général, comment ça se fait qu'un comédien qui fait de la post-synchro, il n'est rémunéré qu'au moment de l'enregistrement et non pas à chaque diffusion du produit? Très trop cher. Oh là là. Alors ça, t'imagines, Parce que l'écriture, ça c'est pas un débat, ça c'est, on a eu une grève en Oui. 1994, c'est vrai, c'était pas né. Oui, j'étais. Pour toucher des droits, etc., sur les diffusions et rediffusions. Alors il y a eu les films européens sur lesquels on a à peu près la main mise, mais maintenant on touche sur le cachet et on touche un forfait pour la diffusion éventuelle pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est un peu expliqué. C'est un système de cession de droit. Voilà. On te dit, voilà, on va exploiter le projet, donc votre voix pendant 10 ans, on vous paye tant pour les 10 ans d'exploitation. Voilà, c'est comme ça que c'est. Parce qu'effectivement, s'ils devaient payer à chaque diffusion, comme ça se faisait à une époque pour les publicités, ça coûte extrêmement cher, puisque une pub qui passe 5 fois par jour, par exemple, tu vois, il faut donner, donc c'est les royalties. Et pareil, une série, à chaque fois qu'il y a un épisode qui est diffusé, tu prends Friends qui est rediffusé en boucle, après les DVD, après les trucs, les machins, ça coûterait tellement cher que je pense que ce serait plus possible de faire du doublage. C'est compliqué. Après. On est tombé sur une espèce d'accord un peu boiteux, mais enfin qui est pas trop mal quand même, voilà. Mais de toute façon, c'est comme ça. Il faudrait quand même pouvoir vérifier exactement quand ça passe et où, vous savez, c'est très difficile. Même si l'ADAMI, qui est l'organisme qui est chargé de tout contrôler, est quelquefois un peu dépassé. Enfin, quand même, tous les ans, on retrouve les droits, mais ça va pas très loin. Franchement, ça va pas très loin. Merci. On se retrouve en sorte de dédicace.